Nous allons passer maintenant à cette présentation donc de PB 2022 R2, telle qu'elle a été réalisée par Chris Pollack en novembre dernier durant la conférence US de Elevate. Donc, au menu de cette session, on commencera à voir les améliorations qui sont donc apportées au graph Data Window. Puis on verra comment gérer des feuilles sous la forme de tabs dockables et de vues dockables avec un éditeur dédié dans l'IDE de Power Builder. On verra ensuite l'autocomplete qui est utilisé dans des drop-down listbox ou des drop-down data window pour aider à la saisie de certaines valeurs. On verra la version GA, donc de production de PDF Builder, alors qui était en bêta dans la version précédente de Power Builder, mais qui est maintenant passée en production. On verra aussi le nouvel objet SMTP qui permet donc d'interagir directement avec un serveur de messagerie sans avoir à communiquer avec le client de messagerie. Et on verra aussi des améliorations apportées au Library Painter, en particulier lorsqu'il s'agit d'interagir avec des gestionnaires de version, des source control. Vous pouvez retrouver toutes ces informations avec plus de détails si vous le souhaitez sur l'URL qui est rappelée ici. Commençons par regarder plus en détail les améliorations portées sur les graphes Data Window. Le but est bien d'améliorer le look and feel de graphes existants. Et donc pour cela, il y a une série d'améliorations cosmétiques, en commençant par ce qu'on appelle un anti-aliasing, un anti-crénelage, de telle sorte que des lignes diagonales ne fassent pas d'effet d'escalier, mais qu'elles soient bien dessinées. Ils ont ajouté des fontes plus modernes pour améliorer la présentation des textes, affiner les lignes qui apparaissent dans les graphes pour indiquer des seuils ou des valeurs, une sélection plus intuitive des couleurs et plus souple, et la plupart de ces améliorations ne nécessitent pas d'utiliser les thèmes d'interface de Power Builder, mais si vous les utilisez, alors vous aurez des bénéfices additionnels dans le sens où tout cela sera homogène et que les designs et les aspects cosmétiques de la data window seront plus homogènes avec votre interface et le thème choisi. Alors on va regarder avec quelques exemples de graphes à quoi ça ressemble concrètement. Donc plutôt que d'exécuter une application, Chris Pollack avait plutôt capturé deux images de graphes et le même graphe, mais cette fois-ci amélioré avec PB 2022 R2. Et si on regarde un peu plus dans les détails, donc on voit déjà les lignes de seuil, alors qu'ils sont à gauche avec un trait assez épais en pointillé, et à droite un petit peu plus fin et avec des couleurs que l'on peut affiner pour que ce soit plus joli. On voit ici que les lignes obliques, donc à gauche, ont un effet un peu d'escalier, alors qu'à droite, c'est gommé par cet anti-aliasing ou anti-crénelage, comme ça s'appelle en français. On voit que la légende à gauche impose un cadre noir pas très esthétique alors qu'on fait ce qu'on veut à droite et que les textes aussi, les polices ont été améliorés pour que le dessin soit plus élégant. Ça vaut pour la police mais pour les chiffres et les échelles. Regardez un deuxième exemple, cette fois-ci d'histogramme, 2019 à gauche, 2022 R2 à droite. Et si on regarde le dessin des barres en particulier avec le contour ici avec un noir assez épais, alors qu'à droite, on n'a pas cette contrainte, on peut choisir la couleur du contour pour que ce soit plus élégant. Les dessins aussi des caractères sont améliorés et le choix des couleurs aussi est beaucoup plus souple, en particulier pour être un peu plus homogène avec le système d'exploitation Windows 10, Windows 11 qui a lui-même des couleurs un peu plus atténuées. Autre exemple, il s'agit cette fois-ci d'un histogramme vertical, donc on voit à nouveau le contour des blocs qui est avec un noir, on voit les lignes de seuil en pointillé un peu épais, là où à droite, donc ces contraintes ont disparu, les lignes de seuil sont plus fines, les contours sont plus jolis, les couleurs aussi. Ici on a des courbes, alors avec ces espèces de marqueurs un peu bizarres sur les valeurs, là où on a des astérix, des carrés, des choses un peu bizarres qu'on peut librement choisir à droite. À nouveau, on voit sur la courbe de droite, les lignes de seuil sont plus fines, les courbes sont plus douces avec l'anti-aliasing, donc les lignes ne sont pas avec ces effets d'échelle. Dernier exemple sur un graphe de type radar, alors qui est peut-être un peu moins souvent utilisé, mais qui est assez représentatif des contraintes, en particulier quand il s'agit de dessiner des cercles, des lignes courbes, etc. On voit ici que les lignes sont avec un effet un peu crénelé que l'on va gommer avec l'anti-aliasing dans les nouveaux graphes. À nouveau, plus de flexibilité sur le choix des couleurs, quelque chose de plus moderne, de plus contemporain. On va regarder maintenant ce que ça donne dans l'IDE de Power Builder avec l'application de démo. Donc on est en PB 2022 R2.
On a l'application de démo de Appian qui est ouverte ici, on l'exécute et on va aller dans la section statistiques pour afficher l'un des graphes, en l'occurrence celui qui est dans l'onglet Modern Graph. On choisit plusieurs valeurs pour dessiner ce graphe et en descendant vers le bas, on voit apparaître le graph data window tel qu'il se dessine par défaut avec les nouvelles améliorations qu'on a mentionnées. On voit qu'ici, pour l'instant, il n'y a aucun thème d'interface PB qui est appliqué. C'est donc le dessin par défaut, tel quel. Si maintenant on retourne dans les settings pour appliquer l'un des thèmes, prenons par exemple le thème Dark, on verra que le data window a des nouvelles couleurs qui sont appliquées automatiquement pour être homogènes avec le thème d'interface graphique qui a été choisi. Et si je change à nouveau dans les settings le thème d'interface et que je prends cette fois-ci le thème bleu, on voit à l'identique que les couleurs ont automatiquement été changées pour matcher ce thème d'interface utilisateur. Tout ça se fait sans avoir à coder quoi que ce soit, c'est le principe des thèmes d'interface où il y a des couleurs qui sont prédéfinies, qu'on peut toujours éditer en allant chercher le fichier JSON correspondant, mais en tout cas il n'y a pas besoin de coder pour appliquer ces modifications cosmétiques. Parlons un peu maintenant des feuilles présentées sous forme d'onglets. Il s'agit d'une alternative aux feuilles MDI, sous forme de fenêtres présentées comme des onglets. C'est un autre style d'ergonomie, une interface peut-être un peu plus simple et parfois plus moderne. C'est implémenté via une nouvelle propriété de la MDI Frame Window et ça marche dans tous les cas que vous utilisiez ou pas le ribbon bar, le menu classique, le menu toolbar présent sur une MDI Frame. Ça ne demande pas de changement dans la fonction OpenSheet, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de modifier le code de l'application. Et c'est évidemment optionnel, vous pouvez toujours continuer à utiliser des feuilles MDI, bien sûr, sans problème. Alors regardons un peu à quoi ça ressemble dans l'application de démo. On va retourner ici dans l'application donc démo de Appian. On ouvre comme ça des feuilles produit, customer, adresse, et vous voyez qu'au lieu de feuilles MDI, on a bien des onglets dockés ici en dessous du menu en ruban. Et pour modifier le type de la fenêtre, il suffit simplement donc d'aller dans les propriétés de la fenêtre et ici de cocher cette nouvelle propriété qui s'appelle Built-in DTB. Et en cochant cette propriété, on modifie donc l'aspect, le comportement. Ça deviendra une tab window qu'on va pouvoir docker, etc., comme on vient de le voir à l'instant. On va maintenant regarder la fonctionnalité autocomplete qui s'adresse d'une part au drop-down listbox avec un nouveau style d'édition, ainsi qu'au drop-down data window, avec là aussi une valeur supplémentaire dans le edit style. Cette fonctionnalité va automatiquement ajouter dans le champ la valeur qui correspond à ce que l'utilisateur est en train de taper. Et de même, on va automatiquement filtrer la liste des valeurs correspondant à ce que l'utilisateur est en train de taper. Alors on peut toujours bien sûr continuer à gérer les listes dans Data Window et dans le listbox par code si vous avez déjà du script qui va surveiller les lettres qui sont tapées et en fonction de ça filtrer les listes, ajouter des fonctionnalités. Ça fonctionne toujours. C'est juste que ces nouvelles fonctionnalités sont optionnelles en fonction des propriétés que vous sélectionnez dans l'IDE de PB. Donc c'est assez simple à configurer. On va voir comment ça fonctionne en passant à nouveau dans l'IDE de PB. Donc j'édite une data window. Et dans les propriétés de cette data window, je vais venir sur ce champ dans lequel on aura maintenant une propriété qui s'appelle autocomplete mode et on a plusieurs valeurs. On peut choisir plusieurs modes de fonctionnement pour cette propriété. Si on choisit none, il ne va rien se passer. Si on choisit suggest, on va automatiquement filtrer la liste en fonction de ce que l'utilisateur commence à taper, mais il devra continuer à taper jusqu'au bout. Si on sélectionne append, il va remplir le champ automatiquement en fonction de ce que l'utilisateur commence à taper. Et la combinaison des deux, c'est une liste qui sera à la fois filtrée et un champ qui va se renseigner automatiquement en fonction de ce que tape l'utilisateur. Et dans le cas de la démo, l'application de démo, c'est bien la troisième valeur qu'on va utiliser. Et donc, si on exécute l'application et que l'on veut choisir ici, dans cette application de démo, une valeur dans cette liste. Si je commence à taper les deux premières lettres, on voit que la liste d'abord est filtrée, puis on voit que le champ est automatiquement renseigné avec la première valeur
correspondant à la liste filtrée. J'ajoute un caractère, ça filtre à nouveau, je retire un caractère, on revient en arrière, etc. Et donc la valeur 3, on voit, combine les deux, renseigner et filtrer. Et on peut bien sûr sélectionner directement une valeur en dessous en cliquant dessus pour saisir cette valeur dans le champ. Nous allons maintenant parler de PDF Builder, qui était en bêta en 2022 et qui vient de passer en GA en 2022 R2, avec des fonctionnalités additionnelles qui n'étaient pas encore disponibles dans la bêta. Alors on va les prendre une par une, il y en a pas mal. Hein. D'abord, on va pouvoir importer un document PDF dans un nouveau document que l'on crée. On va pouvoir importer des données depuis des data window child ou des data store pour créer le PDF. On va pouvoir fusionner plusieurs PDF entre eux. Qu'il s'agisse de documents créés par Power Builder ou non, peu importe, on pourra les fusionner. On pourra gérer les propriétés et la sécurité du PDF, y compris ajouter des nouvelles propriétés si nécessaire. On pourra personnaliser le contenu du document, on pourra compresser les PDF pour réduire leur taille évidemment. On pourra ajouter des pages dans un document existant. On pourra ajouter des liens pour naviguer à l'intérieur même du document. On pourra ajouter des filigranes sous forme de texte ou d'images sur le fond du document. On pourra ajouter, attacher des fichiers au PDF, des fichiers texte par exemple, pour les joindre au PDF. Et toutes ces fonctionnalités en fait sont fournies par une collection d'objets, PDF Object, PDF Document, PDF Attachment, PDF Watermark, etc. Donc il y a une série de classes qui sont ajoutées, que l'on voit ici. Et donc dans le Object Browser, vous verrez qu'il y a cette hiérarchie d'objets qui est fournie automatiquement, chacun avec des propriétés différentes, et vous pourrez consulter dans la doc le détail de chaque objet et de ses propriétés. Alors avec un cas particulier pour PDF Security, qui n'est pas un objet, mais qui est en fait une structure. Ça veut dire que par code, si vous avez besoin d'hériter de certains objets dans votre application pour les personnaliser, ce sera possible pour la plupart des objets qu'on voit ici, PDF Context, Attachment, etc., mais pas pour PDF Security. Si jamais vous essayez, c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. On va donc maintenant retourner dans l'application de démo pour voir concrètement l'utilisation de ces fonctionnalités. On est toujours donc dans l'application de démo de Appion que je vais exécuter. Puis en ouvrant la section statistiques, on va utiliser en fait deux graphes, un qui s'appelle catégorie et l'autre qui s'appelle subcatégorie. Et l'objectif, c'est de générer un PDF pour chacun de ces deux graphes, puis ensuite de les fusionner pour avoir un résultat final dans un seul document, plus d'autres options. Alors au passage, avec l'explorateur Windows, on peut voir ici qu'on a un sous-dossier qui s'appelle PDF, alors qui est vide pour l'instant, mais c'est là que l'on verra apparaître plus tard les documents qui sont générés automatiquement. Donc j'ouvre d'abord le graphe correspondant à l'onglet catégorie, j'exécute le rapport, les données arrivent, elles sont mises en forme dans un graphe, un tableau, etc. Puis j'ouvre la deuxième table qui s'appelle subcatégorie. On exécute le rapport, on charge les données, un tableau, un graphe à nouveau, que l'on voit ici. Puis on va aller sur cette option, cette fenêtre que l'on a développée dans l'application de démo qui s'appelle Create PDF, dans laquelle on va choisir la fonctionnalité qui consiste à générer d'abord un premier PDF qui s'appelle catégorie, un deuxième qui s'appelle subcatégorie, et à fusionner les deux en fonction des attributs qui sont marqués en bas, où on va ajouter un filigrane, une image, un degré de compression. Et c'est pour ça que la fonctionnalité s'appelle Merge tout en haut, parce que ça consiste à fusionner ces deux documents. J'appuie sur Create ici, et on va voir dans le répertoire PDF qu'on a bien les deux documents unitaires qui ont été créés, puis un troisième document qui est la fusion des deux, qui est d'ailleurs plus gros, qui contient le résultat final, les images, etc. C'est ce qu'indique la message box de l'application. Si j'ouvre maintenant le document, on va pouvoir regarder le contenu de ce qui a été généré. Donc on voit ici un des tableaux correspondant aux tables de l'application. Ça, c'est l'image que l'on a voulu incorporer. On a les filigranes qui apparaissent en fond avec des logos. Ça, c'était le deuxième graphe qui apparaît ici. On a une table des matières avec des liens. Et quand on clique sur ces liens, ça amène vers les sections correspondantes dans le document. Tout ça étant fabriqué automatiquement. Donc, on a un résultat plutôt complet et un peu assez sophistiqué malgré tout.
Nous allons maintenant parler du client SMTP qui vient de faire son apparition avec Power Builder 2022 et qui est destiné donc à communiquer directement avec un serveur de messagerie sans passer par un client de messagerie. C'est un objet natif Power Builder dont on peut hériter pour l'enrichir comme vous le souhaitez. Il est donc développé en C++ et fourni en natif avec Power Builder. Il ne dépend donc pas d'un outil tiers, d'un client de messagerie tiers tel que Outlook ou autre. Il supporte les mails avec des contenus de type texte ou HTML, ainsi que les pièces jointes. Et il permet des communications synchrones ou asynchrones avec le serveur. Il supporte aussi le paramétrage d'un proxy. On peut préciser aussi les priorités et l'encoding du contenu, si nécessaire. Et on va regarder ça en action dans notre application de démo. On relance la démo. On se rend dans la section des statistiques, l'onglet Modern Graph, et supposons que l'on souhaite poster un email pour envoyer ses résultats à un collègue par exemple. On prend l'option ici qui a été codée dans cette application de démo qui s'appelle Send Email. On va pouvoir renseigner comme d'habitude le destinataire, le sujet, le contenu du mail, dans lequel on peut taper un peu ce qu'on veut. Donc là, Chris a rajouté sa petite phrase, histoire de montrer que c'était en direct live. Ensuite, on va éditer les settings, si nécessaire, en tout cas la première fois. On va retrouver les coordonnées, donc l'adresse du serveur, le port, qui sont invisibles ici pour des raisons de confidentialité évidentes. L'email de l'expéditeur avec le mot de passe pour accéder à son compte, le nom qui apparaît, un certain nombre d'attributs habituels, timeout, protocole, etc. Pour l'instant, la section à droite des proxy settings n'est pas encore disponible parce qu'il s'agit d'un preview, mais ça le sera dans la version de production. Puis ensuite, on envoie l'email avec un message de l'application qui confirme qu'il est bien arrivé. Et on voit du côté du destinataire, dans le client de messagerie, que le message est effectivement bien parvenu. On va retourner dans l'interface de PB 2022 R2 pour voir comment ça se passe. Donc cette fois-ci, Chris avait choisi d'exécuter l'application en mode debug. Il avait ajouté plusieurs breakpoints pour regarder ce qui se passe dans l'application au moment où on envoie le mail. Et donc c'est parti. Il ouvre à nouveau le graphe, il crée un mail, renseigne un minimum de valeurs, puis envoie son email. Et de retour dans l'application, donc on a un premier breakpoint ici où on voit les valeurs qui sont instanciées. Donc là, on récupère un certain nombre de valeurs depuis l'interface de l'application pour traiter ensuite le mail. On voit ici l'ancêtre dont il a hérité. On voit ici les valeurs qui sont récupérées pour mettre à jour les informations concernant le serveur pour pouvoir s'y connecter. Si on va un cran plus loin, on voit ici qu'on a la possibilité d'utiliser des certificats pour authentifier l'utilisateur et accéder au serveur de messagerie. Un cran plus loin, on va mettre à jour les informations concernant le destinataire, ToCC, BCC, le sujet, etc. Et là, on va pouvoir déclencher une communication synchrone ou asynchrone. Donc, on a deux méthodes. Il y a une nouvelle méthode send async pour les communications asynchrones et send tout simplement pour les communications synchrones. Et une fois que l'email est parti, on a le retour de l'application. Et on termine cette présentation en regardant les dernières évolutions du Library Painter.
qui va permettre de manipuler un source control et de reproduire toutes les fonctionnalités du source control que l'on pouvait déjà faire dans le system tree. Il y aura donc des listes d'actions similaires. La principale différence, c'est que dans le Library Painter, on va pouvoir le faire avec une sélection multiple d'objets pour le faire en une seule action, là où on était obligé de le faire un par un dans le system tree. Et donc ça va permettre de gagner du temps. Et évidemment, on va synchroniser en permanence le system tree et le Library Painter. Que l'on fasse une action à droite ou à gauche, elle se reflètera des deux côtés pour voir le statut des objets. Ce qui fait qu'au final, c'est juste plus productif puisqu'on peut comme ça appliquer une action en masse sur plusieurs éléments que l'on veut protéger, déprotéger, publier, etc. Alors, un petit exemple rapide, on va retourner dans l'IDE de PB 2022. Ici, on commence par voir, donc Chris utilise Visual SVN Server. Donc, dans son serveur SVN, il a redéclaré, donc il a créé un repository dans lequel il a déclaré l'application de démo. On retrouve ici les différents objets avec la liste des librairies, des PBL de l'application Sales Demo. Et donc on voit à gauche dans le system tree de Power Builder qu'il s'agit ici de la même PBL qui est ouverte des deux côtés. Et donc dans l'IDE de Power Builder, dans le system tree, on voit le petit point vert qui indique que c'est synchronisé. Si on ouvre la Library Painter, on voit la même chose, la même liste d'objets, user objet, window, etc., avec le même indicateur, le même point vert que l'on voit dans le system tree. Je peux donc faire là une sélection multiple, alors soit avec la touche CTRL, soit premier, Shift, dernier. Et quand j'ai fait cette sélection de un ou plusieurs objets, j'ai la liste des commandes disponibles qui apparaît. Dans ce cas, il s'agit de commandes spécifiques SVN parce qu'on a déclaré un repos SVN. Si on utilise Git, on aura une autre liste de commandes, etc., qui va donc s'adapter à chaque type de source control utilisé. Et donc, à chaque fois qu'on fera une action, elle sera synchronisée comme on l'a indiqué dans les deux tree views. Si on modifie ici cette window en modifiant le tag, on fait une modification un peu fictive. On voit le statut qui est mis à jour des deux côtés. Si on veut locker cet objet, peu importe qu'on le fasse à droite ou à gauche, on a la possibilité de le faire. Donc il faut d'abord renseigner, faut indiquer la raison de ce changement ici. Hop, on saisit un truc vite fait, on valide. Et on voit que le statut est mis à jour des deux côtés, elles sont donc symétriques, que l'on fasse sur un ou plusieurs objets. Cette présentation donc de l'aperçu de PB 2022 se termine avec un petit merci, un grand merci même à Chris Pollack pour cette présentation que je me suis limité à traduire. Et on va donc passer à la suite de notre programme avec l'analyse des performances des applications Power Builder avec Visual Expert.